Fraternité FM. La Générale. La Générale. La Générale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition vespérale, édition que j'ai le plaisir de vous présenter ensemble avec Karine Diegui. Karine, bonsoir. Bonsoir, Laurie Chabalo. Quelles sont les grandes articulations de cette édition? Au sommaire de cette édition, Christelle Rondonoubo n'est plus la directrice de l'administration du parti Union progressiste Le Renouveau. Elle a été révoquée de son poste par le président Joseph Djogbenou en raison d'un acte unilatéral. Le communiqué précise que l'ex-directrice a été révoquée pour faute grave. Les détails sont à suivre dans ce 19h. Pendant ce temps, la Commission électorale nationale autonome Sénat a ouvert aux critiques des suggestions de la population pour mieux se réorganiser. C'est à travers des journées portes ouvertes lancées ce mardi 29 octobre 2024. À suivre dans le 19h, le président de la Sénat, Sakalafia. Et puis, ouverture ce mardi de la 4e session ordinaire de l'année 2024 à la mairie de Parakou. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de la session, notamment celui relatif à l'examen et au vote du budget 2025 de la mairie. Les détails sont à suivre. À suivre aussi dans cette édition, bien d'autres informations, les nouvelles sur le plan sportif, celles à l'échelle continentale et dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale. C'est la charpente de l'édition. Nous sommes mardi 29 octobre de l'an 2024. Bonsoir à tous et bienvenue dans la Générale de l'information. Fraternité FM. La Générale. Geoffroy Tolia sur la mise en onde de l'édition. On démarre justement cette édition par l'actualité au chapitre politique. La Commission électorale nationale autonome, Sénat en abrégé, prend des dispositions pour relever le défi de la bonne organisation des élections générales de 2026. Des journées portes ouvertes sont initiées dans ce cadre pour contribuer à la suppression des barrières entre population et l'institution. Karine Diegui. Cette initiative, qui est à sa 2e édition, s'inscrit dans la droite ligne des élections générales de 2026. Pendant 112 heures, les visiteurs vont entre autres à la découverte de l'institution et de ses différentes prérogatives, aller à la rencontre avec les cadres de la Sénat, puis poser toutes sortes de questions et formuler des critiques ou suggestions. Dans son discours d'ouverture, le président de la Sénat a d'abord fait un point de l'édition précédente. Il a ensuite donné des précisions sur ce qui est prévu cette année. On écoute le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Sakalafia. Pour la majorité des Béninois, la Sénat, à l'instar des grandes institutions de la République, est un lieu lointain et inaccessible, un lieu de mémoire, un lieu symbolique, presque mythique, où s'écrivent les grandes pages de la politique et de la démocratie de notre pays. Pour briser cette barrière, nous avons fait le choix d'ouvrir chaque année nos portes pour faire en sorte que le service public, plus précisément l'organe de gestion des élections, soit plus accessible et à chacun et à chacune de nos concitoyennes. L'édition 2023 avait déjà permis d'amorcer une plus grande ouverture de notre institution aux populations béninoises. Nous vous assurons que la présente édition nous offre à nouveau l'opportunité non seulement d'échanger, mais aussi de renforcer davantage le lien de confiance tissé lors de la première édition. Pendant 3 jours, vous aurez l'occasion de visiter nos stands qui sont au nombre de 7 et qui portent sur les thématiques suivantes. 1. Organisation et fonctionnement de la Sénat. 2. Contentieux électoral. 3. Planification électorale. 4. Logistique électorale. 5. Sécurité du processus électoral. 6. Communication, recrutement et formation des agents électoraux. 7. Gestion des systèmes d'information. L'initiative donnera aux populations un aperçu général des processus électoraux. C'est pourquoi le président de la Sénat invite les participants à apporter leur contribution pour la réussite de la 2e édition des Journées portes ouvertes. On écoute Sakalafia.
Je formule l'espoir qu'après avoir exploré ces 3 stands, vous serez en mesure de mieux appréhender l'organisation, le fonctionnement de la Sénat et la majorité des actions menées pour la réalisation de sa mission et de sa vision. Je voudrais rappeler que cette 2e édition des Journées portes ouvertes de la Sénat intervient en prélude aux élections générales de 2026 et est l'occasion pour toutes les parties prenantes aux processus électoraux que vous êtes d'apporter votre contribution au fin de nous permettre de mieux nous préparer pour réussir ces échéances électorales de taille. Mesdames et messieurs, ces journées portes ouvertes sont une invitation aux échanges et au dialogue, une chance de mieux comprendre l'institution en charge de l'organisation des opérations électorales et de s'engager ensemble dans la voie de l'amélioration continue. Conscient des multiples défis auxquels nous faisons face, je vous encourage à participer pleinement aux activités de ces 3 jours, à poser des questions, à partager vos observations et à exprimer vos suggestions. Pendant ce temps, Christelle Rondonugbo, révoquée de son poste de directrice de l'administration du parti Union progressiste Le Renouveau. La décision a été rendue publique ce lundi 28 octobre à travers une note portant la signature de Joseph Djogbenou, président du dit parti. Elle a été révoquée de son poste pour faute grave. Selon la note, Christelle Rondonugbo a de son propre chef et sans en avoir reçu pouvoir spécial ou une quelconque habilitation du parti et encore moins informé son président, engagé, poursuivi et conclu le 8 octobre 2024 un contrat qualifié mémorandum d'accord. On parle toujours politique, mais cette fois-ci aux États-Unis d'Amérique où c'est la dernière ligne droite avant le vote du 5 novembre 2024. Justement, Karine Diegui, les Américains se rendront aux urnes le 5 novembre prochain pour une élection présidentielle qui s'annonce comme l'une des plus incertaines de l'histoire. À une semaine du scrutin, l'intensité de la campagne électorale est à son comble. Les 2 candidats phares, Donald Trump, représentant du Parti républicain, et Kamala Harris, candidate démocrate, arpentent le terrain pour convaincre un maximum d'électeurs. La ferveur électorale se fait sentir dans toutes les grandes villes des États-Unis. Rodrigue Azinongbe nous livre ses observations depuis l'État de New York. On l'écoute. Il est 7 heures. New York s'éveille avec les bruits caractéristiques qui la rendent particulière. Sirènes de pompiers, de voitures de police, claquement des rames du métro sur les rails. La ville appelée Grosse Pomme est toujours restée égale à elle-même. Très tôt déjà, des centaines de touristes affluent vers la 7e avenue, vers Times Square, avenue ultra touristique avec ses écrans géants sur lesquels des publicités. Les 4 degrés de ce matin, annonçant déjà un hiver rude, n'émoussent pas l'ardeur de ces voyageurs venus découvrir le rêve américain. Dans ce décor loin de la politique, se joue aussi la guerre Kamala Harris face à Donald Trump. À une semaine de l'affrontement final, des casquettes à l'effigie des 2 candidats, des figurines, des pins s'arrachent comme du petit pain. Les touristes ne veulent pas rester en marge de ce qui se joue en ce moment, l'avenir de la première puissance mondiale. Omar est sénégalais, clandestin, un résident à New York depuis 1 an. Il tient un stand de vente d'objets de souvenirs. Chez lui, ce sont les produits dérivés à l'image de Kamala qui se vendent le plus. Par contre, chez Vidmar, un Indo-Pakistanais, la vente des objets est équitable entre les 2. Dans certains États des États-Unis, le vote par anticipation a démarré depuis une dizaine de jours. Plus de 25 millions de personnes ont déjà voté en attendant le jour officiel du vote, mardi prochain. Outre les candidats des 2 partis historiques, c'est-à-dire Kamala Harris pour les démocrates et Donald Trump pour les républicains, 3 autres candidats se présentent également à cette élection qui divise l'Amérique en 2. Le système électoral américain a cette particularité qui fait que ce sont les grands électeurs qui sont élus par les populations et ce sont ces derniers qui élisent le président de la République. Nous reviendrons plus en détail sur ce mode de scrutin. Notre prochaine destination est Newark, dans l'État de New Jersey, État voisin à New York. Là-bas, le vote a commencé et nous verrons comment cela se passe concrètement avec quelques Africains naturalisés américains. Rodrigue Azinogbe, New York, pour Fraternité FM.
Merci à vous, Rodrigue Azinongbe, pour tous ces détails. Revenez-nous avec bien d'autres précisions. Retour au Bénin en attendant pour s'intéresser à cette audience au cabinet de la vice-présidente de la République du Bénin. Mariam Talata reçoit à son cabinet le président de la RAC. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une tournée de courtoisie du président de la RAC auprès des présidents d'institutions. Elle a surtout permis d'aborder plusieurs sujets essentiels, notamment la question de la décoration des professionnels des médias. Au cours de cette réunion, le président Loko a reçu de précieux conseils de la vice-présidente qui lui a témoigné tout son soutien pour sa mission à la tête de l'institution de régulation des médias. À sa sortie d'audience, Edouard Loko s'est confié à la presse. Il a évoqué le bien fondé de cette tournée. On écoute le président de la RAC, 7e mandature. Vous savez que je suis le dernier locataire dans la maison commune des institutions républicaines et constitutionnelles. J'ai fait le tour des anciens locataires de la maison, enfin ceux qui sont là avant moi, afin de requérir leurs conseils et demander comment on vit ici. Donc j'ai réservé la dernière visite pour celle qui représente le propriétaire même de la maison. Donc, mais je voudrais que les journalistes sachent que je suis venu aussi parler de leur décoration, parce que je sais que c'est ce qui les tient beaucoup à cœur. La vice-présidente et son administration sont vraiment disposés et disponibles. D'ici les mois et les années à venir, ils vont voir le changement. Avec les bénédictions, les conseils que j'ai reçus, je suis plus que satisfait. Je suis heureux. Accompagné de sa directrice de cabinet Katia Lauro Kereko, du secrétaire général de la RAC François Oudo et du directeur administratif et financier Malik Biokekere, Edouard Loko a pu échanger sur les défis actuels du secteur des médias et sur la nécessité d'une collaboration renforcée entre les différentes institutions pour le développement du paysage médiatique au Bénin. Je vous l'annonce en titre ouverture ce mardi de la 4e session ordinaire de l'année à la mairie de Parakou. Les élus municipaux sous la présidence du maire Inoussa Zimechabi tiennent depuis ce matin la 4e session ordinaire de l'année qui constitue en même temps une session budgétaire. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, dont l'examen et le vote du budget exercice 2025 de la mairie, un budget qui s'élève à 4,95 297 385 francs CFA. Ce budget est en hausse de 5,66% par rapport à celui de l'année 2024 qui s'élève plutôt à 4,76 747 203 francs CFA. Une hausse que justifie ici Inoussa Zimechabi par les progrès enregistrés à la fin du mois d'août 2024. On écoute l'autorité municipale. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4,95 297 385 francs CFA, soit 3,59 436 905 francs en fonctionnement et 1,779 694 458 francs CFA en investissement. Comparé au budget 2024, le budget primitif exercice 2025 connaît une augmentation de 5,66%. Cette augmentation est la résultante des progrès enregistrés à fin août 2024. On va poursuivre cette édition, mais avant on marque une courte pause. La Générale. On parle culture dans ce 19h. Karine Diegui, la communauté Fagbachola Awa Ogboni, c'est bien cela, fait l'intronisation de 2 de ses rôles dignitaires. Effectivement, la fraternité Fagbachola Awa Ogboni Chokan Odoudoua consolide son ancrage dans la sphère des cultes endogènes du Bénin. Ce week-end, cette religion a procédé à l'intronisation de ses plus 2 rôles dignitaires, l'empereur mondial Adéchian Olonto et le président Yahi Adéromon, ceci à la faveur d'une grande
cérémonie qui a eu pour cadre le siège mondial des Fagbachola situé à Kokoro, un village de la commune de Wessé dans le département des Collines. Les manifestations ont connu la présence du roi de Kokoro, des autorités locales, les membres de la fraternité ainsi que d'une population sortie nombreuse. Jacques Degbé y était également pour le compte de Fraternité FM. Voici son reportage. 2 jours d'intenses manifestations marquées par 2 grands événements. Le premier, l'intronisation le samedi 26 octobre de l'empereur mondial de la fraternité Fagbachola. Au terme d'un rituel démarré la veille et fait de prières, chants et danses, Adesina Oloronto fut couronné devant parents, amis et frères de sa communauté religieuse. L'empereur désormais appelé au loyer n'a pas caché sa satisfaction. Et je suis vraiment contente d'avoir assisté pour notre cérémonie pour l'empereur mondial Fagbachola au Boni Chakomododoa. Je suis vraiment content. L'empereur mondial qui a désormais la responsabilité de porter la fraternité Fagbachola partout à travers la planète a été intronisé par le président Yaya Aderomon sous la bénédiction du roi de Kokoro. Le président a alors profité pour revenir sur le bien fondé de cette cérémonie cultuelle et les avantages de la fraternité Fagbachola. La fête s'est bien passée et nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement. Quant aux consultations du phare, nous le faisons chaque année sans soutien du gouvernement. Fagbachola fait tout cela pour la paix et le développement du Bénin. Nous prions que chacun retourne en paix chez lui, car notre divinité est une divinité sainte. D'introniseur à introniser, le président Yaya Aderomon porte à son tour sa couronne le dimanche 27 octobre pour ce qui constitue le second temps fort de cette manifestation cérémoniale. Sa Majesté Adesina Oloronto, empereur mondial de la fraternité Fagbachola. Fagbachola, ça travaille concernant le Fa. Les Fa Romela, Obagbamigegou, Atorianito Soumanché, ça travaille sur ça. Le travail des ancêtres qu'on fait. Sans Fa, tu ne peux pas travailler. Fagbachola est basé sur le Fa. Dieu de l'éternel, avec le Dieu de nos ancêtres. C'est ça qui est Fagbachola. Yami Adjibola, Adjima Djekanto, no Gougou, Adjengo Dale, Bonitingbe Djengbe Reke. C'est elle qu'on adora aussi. En clair, c'est pour régler les problèmes de vos populations. Oui, c'est ça. Venus de partout du Bénin et même de la sous-région, les participants ont apprécié le spectacle. Vraiment, c'est parfait, c'est extraordinaire. Tout le monde souhaite que chaque année on fête ça. Et aussi, en plus, c'est fête annuelle pour Alaga. Parce qu'il a déjà mangé il y a de cela quelques années. Cette année aussi, il a profité pour faire ses fêtes, pour manger Niam. Fagbachola, ça aide beaucoup le Bénin. Si quelque chose veut se passer, le phare va le dire. Et ils vont faire les cérémonies pour que la chose ne sera pas réalisable. Reconnue désormais officiellement par le ministère de l'Intérieur, la fraternité Fagbachola s'engage à accompagner le développement du Bénin et le bien-être de ses populations. Sa prochaine grande activité a lieu déjà en décembre prochain. Il s'agit de la consultation annuelle du FA, histoire d'interroger l'avenir du pays et les faits qui vont marquer 2025. Vous l'avez compris, on parle sport dès ce moment dans le journal de 19h et c'est avec vous, Jacques Degbé, bonsoir. Bonsoir, Louis Chabalot. Zambie. 7 joueurs décédés dans un accident. Le football zambien est en deuil dans un très grave accident de circulation ce lundi. 7 joueurs du Chavuma Togo Concile Football Club ont perdu la vie. Ceci alors que l'équipe se rendait à un match de la Division 1 dans la province du nord-ouest du pays. Plusieurs membres du club ont été également blessés au cours du drame. Cet accident tragique a fait réagir le président de la
Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a présenté ses condoléances aux familles des joueurs. Il a exprimé sa profonde gratitude face à la nouvelle, sa profonde tristesse, je vous l'ai dit, face à la nouvelle qui laisse toute la famille du football africain dans une profonde consternation. Triste information, Manchester United, un nouvel entraîneur en approche. Comme pressenti ces dernières heures, Ruben Amorim devrait bien devenir le nouvel entraîneur de Manchester United pour remplacer Eric Ten Hag, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, confirmé par plusieurs sources étrangères. Le club mancunien a accepté de payer la clause libératoire à 10 millions d'euros du coach du Sporting Portugal. Ce dernier a déjà dit oui au raid des villes et devrait rapidement s'envoler vers l'Angleterre pour signer son nouveau contrat. Le club lusitannien a d'ailleurs confirmé l'intention de la formation anglaise de payer la clause libératoire. Merci Jacques Degbé pour toutes ces informations au plan sportif. Après vous, on fera un tour sur le continent. Un tour sur le continent avec vous, Karine Diagui. Bonsoir. On démarre par cette information. En Guinée, 53 partis politiques dissous et 54 autres sont suspendus. La junte au pouvoir en Guinée a procédé à la dissolution de 53 partis politiques et à la suspension de 54 autres. Cette mesure annoncée le 28 octobre fait suite à une évaluation approfondie des formations politiques du pays. Selon le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, les partis concernés ont été sanctionnés pour diverses raisons, notamment l'absence de documents administratifs, des conflits internes, des irrégularités comptables ou encore des modifications statutaires non déclarées. Une faim aiguë touchant près d'un quart de la population en RDC attire les attentions. Un rapport alarmant de l'ONU révèle que près de 25% de la population de la RDC est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë, mettant en péril la vie de 25,6 millions de personnes. Parmi celles-ci, plus de 3 millions se trouvent dans une situation critique selon le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire élaboré avec la collaboration de plusieurs ONG et agences de l'ONU. L'insécurité alimentaire en RDC est le résultat d'une combinaison de facteurs dont les conflits armés, la hausse des prix alimentaires et des coûts de transport, ainsi que les impacts persistants de diverses épidémies telles que la rougeole et le paludisme. Merci Karine Diagui pour toutes ces informations à l'échelle continentale. On fait place à présent à la revue de presse nationale estampillée Epiphane Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Le gouvernement du Bénin prévoit d'étendre la gratuité scolaire pour les filles du premier au second cycle dans l'enseignement secondaire. L'investigateur, Bénin Intelligent et bien d'autres journaux en parlent et précisent que cette initiative a été annoncée le jeudi dernier par le ministre de l'enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle Kwaro Evechabi. Elle vise, selon l'investigateur, à renforcer la politique d'inclusion du gouvernement béninois dans le domaine éducatif. Avant 2016, plus d'1 million de filles bénéficiaient de la gratuité des frais de scolarité au premier cycle, un chiffre qui a connu une croissance importante ces dernières années. Le gouvernement a renforcé cette mesure et à ce jour, près de 2 millions de filles inscrites au premier cycle de l'enseignement secondaire général dans toutes les 77 communes du Bénin bénéficient de la gratuité des frais de scolarité, a confié le ministre dans des propos rapportés par Bénin Intelligent. Et depuis l'année scolaire 2023-2024, cette gratuité a été progressivement étendue au second cycle avec une phase pilote en cours. Le gouvernement a lancé cette phase pilote dans 20 communes reparties dans les 12 départements et cette mesure représente un investissement de plus de 3,5 milliards de francs CFA par an, a précisé le ministre des enseignements secondaires repris par plusieurs publications. Parallèlement, le gouvernement alloue des subventions à 42 établissements de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle ainsi qu'à 7 lycées de jeunes filles avec internat et ces actions s'inscrivent
s'inscrivent dans la vision du gouvernement d'un Bénin où chaque jeune fille, quel que soit son milieu social ou son lieu de résidence, a les mêmes chances de réussir, conclut l'investigateur. Et dans la suite de cette revue, et après plus de 4 ans de collecte gratuite, la Société de gestion des déchets et de la salubrité au Bénin va prochainement mettre en place la facturation de ses services de ramassage des ordures ménagères. Éveil Info, l'informateur, le matinal, décryptage info, le révélateur du jour, fraternité et bien d'autres publications en parler précise que lors d'une cérémonie à la base logistique de l'entreprise à Abomey-Calavier, le directeur général de la SGDS, Gilles Amoussou, a expliqué que les redevances seront payées par les ménages via la facture d'électricité. Les tarifs fixés par un arrêté interministériel varient entre 3 000 et 30 000 francs CFA selon les prestations reçues, le type de propriété bâtie et le niveau d'aménagement de la zone géographique. Cette facturation initialement prévue pour avril 2022 puis janvier 2023 a finalement été repoussée au 1er janvier 2025, annonce Éveil Info. Et selon une source gouvernementale, ce délai supplémentaire a permis à la SGDS de mieux se préparer à cette transition. Selon le directeur général, cette facturation va permettre à la SGDS de se doter des moyens nécessaires pour poursuivre et renforcer ses activités de gestion des déchets solides et cela va contribuer au développement durable des villes du Grand Nokoué, conclut Fraternité. Et plus loin, la nation fait savoir que le Bénin s'apprête à entrer dans le cercle des producteurs de pétrole brut. Alors que les regards étaient jusqu'ici tournés vers l'agriculture et le coton, l'or noir pourrait bientôt propulser le Bénin dans la cour des grands, redéfinissant son avenir énergétique et financier. Cependant, fait savoir la publication, avec les explorations récentes et les technologies avancées en matière d'extraction en eau profonde, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi et les sites offshore identifiés depuis plusieurs années à travers des études des collaborations internationales montrent des signes prometteurs pour le développement d'une industrie pétrolière pérenne. Une question que beaucoup de personnes se posent souvent est comment le Bénin peut ne pas exploiter l'or noir alors qu'il se trouve à moins de 150 km du Grand Nigeria, un pays nanti du pétrole jusqu'aux entrailles. Et ce projet qui impliquera des investissements substantiels et des technologies de pointe est également le fruit de collaboration avec des partenaires techniques expérimentés dans l'extraction en mer. Les ressources en pétrole du Bénin, bien que modestes comparées à celles des grands producteurs, pourraient suffire à établir le pays en tant qu'acteur énergétique régional. Et si le Bénin parvient à concrétiser cette ambition, la nation annonce que les retombées seront significatives. Et dans les dernières secondes, plusieurs journaux font savoir qu'un agent de la police républicaine en service à Adjan dans la commune de Zé nie avoir enceinté une mineure mais accepte s'être envoyé en lait avec la jeune fille qui fête son anniversaire de 15 ans ce jour. Cette situation soulève des questions sur la responsabilité morale et éthique des actions individuelles et c'est ainsi que les parents de la jeune fille ont porté plainte contre lui au tribunal de première instance de première classe d'Alada, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition, mais avant de prendre congé de vous, le rappel de l'essentiel en titre avec Karine Diegui. Christelle Rondonugbo n'est plus la directrice de l'administration du parti Union progressiste Le Renouveau. Elle a été révoquée de son poste par le président Joseph Djogbenou en raison d'un acte unilatéral. Le communiqué précise que l'ex-directrice a été révoquée pour faute grave. Vous avez suivi les détails dans le 19h. Pendant ce temps, la Commission électorale nationale autonome Sénat ouvert aux critiques et suggestions de la population pour mieux se réorganiser. C'est à travers des journées portes ouvertes lancées ce mardi 29 octobre 2024. Bien suivi dans la générale de l'information, les précisions avec le président de la Sénat, Sakalafia. Et puis, ouverture ce mardi de la 4e session ordinaire de l'année à la mairie de Parakou. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de la session, notamment celui relatif à l'examen et au vote du budget 2025 de la mairie. Vous avez suivi les détails avec le maire de la commune de Parakou. Vous avez suivi bien d'autres informations, les nouvelles sportives, celles d'ailleurs et la revue de presse nationale, manipulation technique, Geoffroy Toli, chef d'édition, Aurel Winsou, présentation, Karine Diegui et moi-même, Ulrich Chabalo. On se reprend demain, même heure, même fréquence, même équipe et surtout même plaisir. C'était
C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM. Fraternité FM, la plage publicitaire.